ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. La Belgique est un pays que même les Belges oublient parfois de regarder de près. Pourtant, notre contrée déborde de personnages hors du commun, d'histoires improbables et de destins fascinants. Aujourd'hui, la doctorante Stéphanie Pil vient nous raconter la vie trépidante et mystérieuse de Jeanne de Thalonnet, la dernière salonnière de Bruxelles, ou comme elle l'appelle elle-même, une fée au pays des mages. À la charnière des 19 et 20e siècles, la Belgique se trouve à la croisée des mondes, une nation jeune, industrielle et bourgeoise qui essaye encore de trouver sa place entre l'historique culture française et l'importante tradition allemande. La Belgique se spécialise alors dans des courants plus négligés par ses puissants voisins et se retrouve profondément travaillée par des courants artistiques et spirituels en quête d'ailleurs. Dans les salons feutrés de Bruxelles, comme dans les cercles intellectuels d'Anvers, de Bruxelles ou de Gand, le symbolisme s'épanouit, nourri de rêves, d'ésotérisme et de fascination pour l'invisible. Car à l'époque, les frontières entre science et mystère sont bien plus poreuses qu'aujourd'hui. Tandis que Marie Curie explore les propriétés fascinantes du radium, d'autres chercheurs, parfois même les mêmes, s'intéressent aux phénomènes spirites, aux tables tournantes et aux apparitions. La science elle-même est en pleine révolution, révélant des forces invisibles et des énergies insoupçonnées, ce qui nourrit l'idée que l'inconnu est partout. Étudier les rayonnements ou tenter de communiquer avec les morts relève alors d'une même curiosité. Comprendre ce qui échappe encore à l'œil humain. L'occultisme, les sociétés secrètes et les expériences spirites séduisent une élite en mal de certitude, désireuse de percer les mystères de l'âme et de l'univers. Dans cette ambiance qui valorise tant l'intuition et la sensibilité, les femmes y trouvent une place particulière. Elles se trouvent médiums, muses, parfois autrices ou penseuses, et s'imposent comme des figures centrales dans ces mondes intermédiaires, à la fois respectées et entourées d'une aura d'énigmes. C'est dans cette atmosphère trouble, entre modernité triomphante et soif de mystère, que se dessine le parcours de Jeanne de Thalonnet. Alors aujourd'hui, on accueille avec nous Stéphanie. Bonjour. Bonjour Ève. Tu es doctorante à l'ULB et dans tes recherches, tu étudies le lien entre ésotérisme et littérature et féminisme. Tu essayes donc d'analyser la façon dont des croyances, des pratiques et des savoirs occultes, c'est-à-dire donc liés à la magie, au spiritisme, à l'hypnose, ont pu permettre aux femmes une plus grande liberté d'action et d'expression, ainsi qu'une vraie finalement réflexion sur leur place dans la société. C'est un sujet que je trouve personnellement passionnant. Est-ce que toi, tu trouves beaucoup de ces, justement, je ne sais pas vraiment comment les appeler, mais de ces femmes, de ces fées, de ces sorcières, de ces occultées ? Oui, effectivement, la première question qui venait à se poser, c'est de savoir comment les appeler. On a un petit peu des noms, on pense aux Vestales, on pense, comme tu l'as dit, aux sorcières, mais comment parler de ces femmes qui étaient adeptes de ces courants ? Et donc, quand on parle d'ésotérisme, c'est assez large, tu l'as un petit peu évoqué. On parle de spiritisme, d'hypnose, de magnétisme, de rose-croix. En gros, c'est vraiment des courants qui jalonnent les siècles avec une sorte d'aura un peu secrète. Et les femmes n'étaient pas en reste, elles faisaient souvent partie de ces courants-là, avec une volonté un petit peu, effectivement, de secret, comme je l'ai dit, occulté, caché. Et donc j'aimais bien choisir le terme de occulté, pour dire dans le double sens de adepte des courants occultes, et en même temps occulté dans le sens de invisibilisé aujourd'hui, mais de manière vraiment, on va dire, consciente et concrète. Par rapport à invisibiliser, on pourrait dire que c'est un simple oubli de l'histoire. Occulté, quelque part, il y a une intention derrière. Et t'en trouves beaucoup, justement, de ces occultés ? Ça a été un peu tout l'objet de ma recherche. Aujourd'hui, j'ai un corpus de plus de 20 femmes. Et donc, il y a plusieurs occultées, entre guillemets, oui, autrices, généralement. En fait, ce qui m'intéresse, ce sont celles qui ont écrit et les traces qui restent de tout ça. Et Jeanne de Thalonnet, elle fait alors partie de ces occultés que tu étudies ?
Effectivement, Jeanne est une très belle rencontre parce que dans toutes ces occultés, certaines sont nées en Belgique, mais la plupart ont fait leur carrière en France et principalement à Paris. Mon corpus est francophone, donc c'est Suisse, France, Belgique. Et Jeanne fait partie de celles qui vraiment représentent bien l'ancrage belge et le lien avec le symbolisme fin de siècle dont tu as évoqué dans l'introduction ici. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des archives personnelles et en fait inédites qui me permettent quand même de pouvoir parler d'elle avec un regard, si pas complet, du moins beaucoup plus intime et beaucoup plus exhaustif qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui t'a donné, toi, personnellement envie de travailler sur elle ? Je sais plus exactement par quel heureux hasard je suis tombée sur elle, sans doute de notice en notice. C'est assez marrant quand on fait de la recherche à quel point nos sources s'appellent mutuellement et on se retrouve sur des pistes, comme une sorte de grand jeu de pistes de la recherche. Mais c'était assez évident. Elle incarnait à elle seule en fait l'ensemble de ce que j'appelle les occultés. Et elle fait vraiment partie d'une triple marginalisation, à la fois parce que c'est une femme qui écrit, il faut savoir et il faut rappeler surtout qu'au 19e siècle, écrire pour une femme c'est assez subversif. Il y a ce qu'on appelle les femmes de lettres ou les femmes auteurs. Elles étaient vraiment traitées d'Amazon. Enfin, il y avait quand même beaucoup de préjugés face aux femmes qui écrivent et qui sont intellectuelles de manière générale. Elles n'étaient pas considérées comme des femmes. On disait qu'elles ne pouvaient pas se reproduire, qu'il fallait choisir entre finalement production et reproduction. C'est un petit peu tout l'adage en fait de l'époque. C'est une femme aussi qui était adepte des courants occultes, même si on va y revenir, c'était une mode. Et puis aussi parce qu'elle est, on va le voir aussi, elle a différentes nationalités. Et en fait, elle a aussi opéré en Belgique, qui est un pays jeune, il faut aussi le rappeler. La Belgique, à ce moment-là, vient de se constituer, donc elle est en mal de culture, d'identité nationale. Donc pouvoir créer, entre guillemets, une aura d'autrices et de femmes de lettres belges, c'est tout un art, en fait, et finalement un levier qu'elle a réussi à faire. C'est en juillet 1862, à Weimar, que naît la jeune Charlotte Béatrice Eugénie de Talonnay, la fille d'un marquis du nom de Marquis et d'une comtesse originaire de Russie. De fille de diplomate à l'éducation cosmopolite, elle deviendra Madame Van Bruysel, une salonnière incontournable à son époque et aujourd'hui presque disparue. Mais revenons-en au début. Donc Stéphanie, Jeanne de Talonnay, même son prénom y cache un mystère, c'est ça, parce qu'elle s'appelle pas vraiment en fait Jeanne. Non, effectivement, tu l'as évoqué, donc elle s'appelle Charlotte Béatrice Eugénie de Talonnay. Et elle a choisi ce qu'on appelle vraiment un nom de plume, ce qui était assez courant à l'époque, en fait, pour les femmes qui se lançaient en littérature, d'utiliser un pseudonyme, souvent à consonance masculine, pour justement cacher leur identité de genre. Ici, Jeanne, donc, elle utilise en fait son surnom, donc c'était Jenny, pour Eugénie, en fait. Et donc, ses premiers écrits de jeunesse sont signés Jenny de Talonnay. Et en fait, on voit que par la suite, quand elle a continué à publier, elle publie sous le nom de J. de Talonnay, ce qui permet de faire une sorte de flou sur, en fait, l'identité même de l'auteur. Et donc, elle utilise son nom, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et la question des noms, en fait, est essentielle dans son parcours. On voit qu'elle a plusieurs identités, en fait, entre, effectivement, Jeanne, qui est vraiment son nom de plume, Eugénie, qui est vraiment son nom de femme du monde. Béatrice, elle l'a utilisé aussi, donc c'est son deuxième prénom, et en fait, toute son identité, son ethos, en fait, de femme autrice, se cache vraiment et se forge autour de ces prénoms, en fait, qui sont multiples. Et dans quel milieu est-ce qu'elle grandit alors, la petite Eugénie ou Jeanne à ce moment-là déjà de Talonnay ? Donc Jenny, on pourrait l'appeler comme ça, si en tout cas c'est la Eugénie jeune. En fait, elle grandit, donc elle est née en Allemagne, tu l'as expliqué, donc à Weimar. Mais en fait, en 1853, son père, il a profité du fait que les consonances de son nom, qui s'appelait Marquis, pour pouvoir en fait s'autoproclamer Marquis de Talonnay, qui était sa ville natale. Et donc en fait, il est diplomate et donc il a un avancement au Venezuela. Et en fait, toute la famille de Talonnay déménage en fait là-bas. Et donc, elle grandit vraiment dans tout ce qui est voyage. Elle apprend plusieurs langues. Elle parlait 5 langues en fait. Elle parlait anglais, espagnol, allemand, français, russe. Sa mère, en fait, c'est une comtesse, c'est la comtesse d'Ilin, en fait. Et donc, c'est une haute famille de la haute noblesse russe. On raconte même dans la famille, mais de nouveau, est-ce que ça se vérifie ou pas, qu'en fait, elle serait la fille illégitime du tsar Nicolas II. Et donc, en fait, elle grandit au-delà par les voyages. Elle a une éducation, je suppose, avec un précepteur. De nouveau, on a très peu d'informations sur son éducation.
Quand on voit quand elle est petite, il y a des carnets où différentes personnalités peuvent signer en fait des poèmes, dont Victor Hugo qui a signé un poème dans son carnet. Donc on voit vraiment qu'elle avait une certaine culture et qu'elle connaissait vraiment bien les différentes langues et que du coup son rôle de diplomatie, elle l'a appris assez tôt. Donc son enfance, elle est vraiment bâtie à travers ses voyages, puisqu'elle suit son père, qui est donc un diplomate, et elle arrive finalement en Belgique assez jeune, c'est ça ? D'abord, en fait, donc, elle rencontre là-bas au Venezuela, elle n'a même pas 17 ans, un collègue de son père, Ernest Van Brussel, qui est de 40 ans son aîné, et un an plus tard, il se marie. Donc je crois qu'elle a à peine effectivement 17 ans, presque 18 ans. Alors mariage d'amour, de raison, évidemment on peut faire des conjectures, c'est difficile à savoir maintenant. Il semblerait quand même que c'était un mariage qui arrangeait la famille parce que même si derrière le nom en fait et l'apparat du nom, ils étaient presque ruinés, son père attendait un avancement en fait à Buenos Aires qui n'est jamais vraiment arrivé. Et donc, je pense que ce mariage tombait à point nommé, je ne l'ai pas évoqué, mais Jeanne, elle est née, en fait. Donc, en tant qu'aînée, elle a sans doute eu le poids, en fait, de sa famille pour pouvoir racheter d'une certaine manière, en fait, les dettes de sa famille. Et donc, en fait, elle épouse Ernest. Il y a quand même dans les carnets, justement, de correspondance que j'ai évoqués, il y a un petit poème qui lui fait la veille du mariage, où il fait un acrostiche, en fait, avec son prénom, avec Jenny. Et donc, on voit quand même qu'il y a une forme de tendresse. Je ne dirais pas non plus que c'était un mariage qui était dépourvu d'affection, mais effectivement, épouser quelqu'un de 57 ans quand on en a 17, c'est vraiment difficile de se dire que c'était un mariage et un coup de foudre, ça c'est certain. Et donc, ils ont d'abord déménagé à Buenos Aires, et avant que en fait, Ernest Van Brussel, qui était en fait belge, avec un nom pareil, heureusement, et en fait, ils sont retournés du coup à Bruxelles, plutôt, on est dans l'année 1880, il me semble. Donc c'est ça, si elle reste en Belgique, c'est parce qu'elle se marie avec un Belge. Et donc on ne sait pas grand-chose de leur relation entre mariage d'amour, de raison ou de survie sociale. Mais ce mariage, ça lui ouvrira quand même peut-être des portes. Ou est-ce qu'au contraire, justement, ça va plutôt la restreindre ? Mais disons que comme son mari est également diplomate, il a aussi une certaine forme de la liberté. Il lui permet de l'introduire dans différents milieux littéraires. Lui-même faisait partie des cercles littéraires de Belgique, dans la première revue belge qui s'appelle Esmeralda. Lui-même était auteur aussi, et on dirait qu'il l'a quand même plutôt encouragé à poursuivre une carrière littéraire. Et donc, elle écrit son premier livre après son mariage, donc Souvenir du Venezuela. Et par la suite, ses livres vont continuer après la naissance de son premier fils. Et en fait, elle va continuer à publier de manière assez régulière. Donc on dirait que son mariage, en tout cas, a facilité une aisance financière. Et ça, il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'à l'époque, pour qu'une femme puisse se consacrer à la littérature, il fallait pouvoir se le permettre. Parce qu'effectivement, ce n'était pas un métier à part entière. Ici, le fait d'avoir eu son mariage, d'avoir une certaine liberté de la part de son mari, ça lui a permis quand même d'être introduit dans différents milieux très influents, à la fois politiques, diplomatiques, littéraires et culturels, et qui a permis vraiment son ascension. Mais tu décris quand même une femme curieuse, libre, vraiment très fort indépendante. Est-ce que du coup, il n'y a pas une espèce de frustration qui vient avec la vie d'une femme mariée ? Effectivement, il y a au détour d'une correspondance avec Édouard Schuré, qui est en fait aussi un grand écrivain de la fin du siècle. Et donc, elle lui écrit « La vie de famille m'épouvante, je ne suis point faite pour elle, mais bien pour la sainte indépendance ». Et en fait, on voit à quel point, effectivement, elle a été un peu contrainte de vivre une vie de famille. Elle a eu 2 enfants assez rapprochés. Mais en fait, elle, ce qu'elle voulait, c'était continuer à écrire, à découvrir. À la fin de sa vie, on va y revenir. Elle s'intéressait à tout ce qui était archéologie. Et en fait, elle avait une forme de fierté. On la décrivait comme une femme hautaine, à l'allure de statue, en fait, et de cariatide, qui laissait une sorte de sensation un peu de marbre, comme ça. Et en fait, on voit, en fait, dans sa correspondance, dans tous les journaux intimes, et que derrière ça, il y avait un profond mal-être, une profonde nostalgie, une mélancolie en fait, et qu'elle essaie de cacher derrière cette froideur et personne ne l'écoutait en fait. Elle en imposait vraiment par sa stature, elle avait vraiment une allure assez androgyne, ce qui était aussi les standards de beauté de l'époque, donc elle était vraiment considérée comme un canon de beauté en fait, et vraiment on sent qu'il y avait une sorte de tension constante entre une vie de famille qui effectivement ne lui convenait pas totalement en tout cas. Elle était proche de ses enfants, on voit quand même des témoignages d'affection des 2 côtés avec sa fille, mais en même temps elle a toujours voulu avoir sa propre indépendance, comme elle le dit dans cette citation que je trouve extrêmement révélatrice de sa personnalité. Oui, c'est évident, à travers la citation que tu as proposée, on voit vraiment son caractère qui transparaît. Et du coup, avec ce mari, ils resteront ensemble toute leur vie ?
Oui, effectivement, on aurait pu se dire que ça aurait été un pari assez bien d'épouser un homme riche et assez vieux. Malheureusement, Ernest a vécu quand même relativement longtemps. Il est mort en 1914. Et donc, effectivement, ils sont restés ensemble jusqu'à la mort d'Ernest. Il est mort à Rome. Donc, il y a eu d'autres voyages entre-temps. Donc, Ernest a été promu à Tunis, consul à Tunis en 1889. Et donc, il déménage à Carthage à ce moment-là. Et donc, en fait, sa carrière, entre guillemets, bruxelloise et toute l'aura de la salonnière et autrice célèbre belge, en fait, s'arrête au moment où elle doit partir à Carthage et créer à distance et entretenir toutes ses relations, parce qu'elle avait énormément de relations extrêmement importantes pour l'époque. Et donc, on sent de nouveau qu'il y a une forme de mélancolie de devoir suivre son mari là-bas, et en même temps une forme de curiosité pour un nouveau pays. Elle apprend l'arabe, elle arrive là-bas, et en fait, elle est vraiment passionnée par Salammbô de Flaubert. En fait, ça lui rappelle vraiment tout ça. D'ailleurs, elle appelle sa villa où ils emménagent la villa Salammbô, et ça lui inspire un livre en 1905, c'est Viva Perpetua, c'est un de ses derniers livres d'ailleurs. Et ensuite, ils iront à Rome, c'est ça ? Ensuite, effectivement, ils vont à Rome, c'est là où son mari est décédé, et c'est là où elle meurt effectivement en 1932, des suites d'une longue maladie. Sans doute un cancer de l'estomac, c'est difficile aussi à dire parce qu'elle se plaint de douleurs assez constantes, on voit dans les lettres, mais on n'a pas de rapport par rapport à ça. Mais du coup, finalement, elle aura vécu que 15 ans, entre guillemets, libre. Oui, effectivement, il y aura juste la fin de sa vie où elle était libre, et c'est à ce moment-là, je pense qu'elle se passionne encore plus pour tout ce qui est étrusque et les Pélégas, qui est une des dernières dynasties. Donc elle s'intéresse à tout ce qui est archéologie, l'histoire. Et en fait, elle arrête d'écrire des romans, mais elle écrit énormément d'articles et des choses comme ça. Et finalement, malgré les restrictions imposées par son genre, son mariage, son rythme de vie allant de Bruxelles à Carthage en passant par Caracas, Jeanne devient tout de même une figure centrale de la vie bruxelloise. Mais comment ? Donc à la fin du 19e siècle, le samedi soir, on se rend chez Jeanne de Talonnay. Maintenant, qui est donc Madame Van Bruysel. Et est-ce que tu sais nous dire un peu plus sur ce rituel du samedi soir, Stéphanie ? Et donc effectivement, comme je l'ai dit, elle avait le dernier salon littéraire donc, de Bruxelles. Il faut savoir qu'il y avait énormément de salons qui étaient des jours en fait définis où on se rendait chez les personnes. Et donc, il y a peu d'informations sur le salon, il y a juste en fait un témoignage du peintre Jacques Delalin qui explique un petit peu les différentes soirées de chez Jacques de Talonnay. On s'y rendait parfois après l'opéra à la Monnaie, et en fait on buvait du thé russe et on fumait des cigarettes à faire éternuer les dames, et on faisait aussi parfois des séances de hypnotisme. Elle avait vraiment une forme d'ouverture d'esprit. En bonne diplomate, elle savait vraiment accommoder, combiner, faire rencontrer des gens d'horizons vraiment différents. Donc il y avait des gens de la jeune Belgique, il y avait des gens effectivement comme donc Papus, qui était un grand occultiste de la fin de siècle. Donc il y avait tous les gens aussi, donc enfin l'avant-garde belge et symboliste en fait, qui se côtoyaient dans son salon. Donc voilà, c'était vraiment une ambiance un peu, j'allais dire bon enfant, je sais pas si c'est vraiment bon enfant, en tout cas c'était un moment d'échange culturel, d'expérience en tout genre, avec vraiment une forme de cosmopolitisme qui était proche en fait de la personnalité de Jeanne. Et donc dans ces salons, on pratiquait des expériences ésotériques ou occultes. Est-ce que tu as un peu des exemples de ces expériences ? Alors ça aussi c'est plus difficile à voir. Donc en fait, quand on parle d'occultisme, d'ésotérisme, on s'imagine effectivement des séances et des choses comme ça. Et certes, ça avait lieu, mais souvent c'était aussi parfois assez risible en fait ce qui se passait. On essayait de faire des expériences, de donner des airs. Et donc finalement, la vraie spiritualité n'était pas toujours extrêmement présente dans ces salons. Et donc Jeanne était intéressée et extrêmement impliquée dans ces domaines. C'est pour ça qu'elle est d'ailleurs au centre de ma recherche. Elle a écrit différents types de littérature. Ça, je ne l'ai pas encore évoqué, sa carrière littéraire, on va y revenir. Mais effectivement, il y a quand même 3 livres qui sont considérés comme ésotériques et de la littérature ésotérique. C'est qu'effectivement, elle était en lien donc, avec les grands mages, donc je l'ai évoqué Papus, Péladan, elle était en lien avec les deux. Alors, on voit une correspondance assez soutenue avec eux, où en fait, elle mentionne qu'elle a essayé de se faire apparaître à distance à sa mère, qui était en Russie à l'époque, et qu'en fait, par la volonté de la pensée, elle a pu faire ce qu'on appelle une double vue, et en fait, voir à distance ce qui se passait, et apparaître à sa mère, qui a eu vraiment une frayeur apparemment très très forte de voir sa fille apparaître et disparaître comme ça.
Mais est-ce que c'était bien vu à l'époque d'être considéré comme une sorcière ou un mage ou une fée ? Est-ce qu'on n'allait pas les envoyer au bûcher également, comme au Moyen-Âge ? Alors, effectivement, la question de sorcière, enfin, elle se définissait pas comme ça, mais parfois, effectivement, c'était un peu le soupçon, ou en tout cas l'ombre, voilà, l'ombre qui pouvait planer sur elle à cette époque-là. Donc ce qui est important aussi de dire, ça c'est quelque chose que j'aime bien voir, c'est que c'est à la fois un don et un soupçon. Et à cette époque-là, effectivement, elles étaient plus brûlées pour sorcellerie ou magie. Par contre, il y a une autre forme de mise sous silence, c'était en fait, elles étaient internées. Il faut savoir que la médiumnité est ce qu'on appelle la maladie de tout ce qui est hystérie. C'est en fait quasiment la même époque, et qu'en fait la féminité vue comme une maladie, avec une forme de pouvoir qui devait être entérinée, ça se met en fait à la même chose. C'était double en fait, effectivement, dans la société, on pouvait adhérer à ce genre de choses. Par contre, si on essayait de se construire comme elle la faisait, une aura d'écrivaine en fait, ça pouvait à la fois lui servir, parce qu'en fait il y avait des organes de propagande, des revues spécialisées, un public et un lectorat acquis à la cause, mais ça pouvait aussi la desservir. Donc c'est assez intéressant de voir un peu dans quelle atmosphère en fait on se situe, parce qu'avec nos yeux contemporains on pourrait se dire mon Dieu c'est étrange. Bon, c'est pas aussi étrange que maintenant tout ce qui se passe avec le New Age, le tarot, le pendule, etc. Finalement on baigne toujours dans une forme de mysticisme qui nous aide à pouvoir appréhender un monde un peu brutal, parce qu'on est quand même aussi dans un contexte de guerre à l'époque là aussi. Effectivement, elle a connu la première guerre, donc ça a été aussi particulièrement difficile de pouvoir vivre dans ces conditions. C'est pas si étrange, en tout cas elle y croyait vraiment dur comme fer. Elle avait une bibliothèque très très fournie avec beaucoup d'ouvrages sur ce qui se faisait à l'époque, et c'était un véritable effet de mode, tout le monde a essayé d'une manière ou d'une autre. Donc on pourrait effectivement se dire avec un regard contemporain c'est un peu étrange, mais finalement interroger les tables comme on pouvait faire à l'époque et demander des questions sur tout et rien, c'est un peu ce qu'on peut faire avec justement une entité invisible, c'est un peu ce qu'on fait avec ChatGPT aujourd'hui finalement. On pourrait se demander si consulter ChatGPT c'est pas notre table tournante d'aujourd'hui quoi. Eh bien, en tout cas, un grand merci d'être venu présenter ta recherche. La suite du récit de Jeanne de Talonnay sera racontée dans un second épisode qui lui sera dédié aussi et qui sortira le mois prochain. Donc merci à toi Stéphanie et merci à vous d'avoir écouté notre petite discussion sur le sujet. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Grands Petits Belges. Cet épisode était la première partie de l'histoire passionnante de la jeune Jeanne de Talonnay. Rendez-vous le mois prochain pour la deuxième partie du portrait de cette dame oubliée de l'histoire.